Dernier numéro de l'hebdo des éditorialistes pour le compte de cette année 2020. Mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr aujourd'hui dimanche 27 décembre 2020 et bien sûr à la suite du duel avec François Xavier Noumon, l'hebdo des éditorialistes s'installe chez vous avec nos confrères éditorialistes déjà présents sur le plateau. On va les présenter à vous. Isiaka Kochodi, bonjour. Oui, bonjour Rafiat Mamadou, chers téléspectateurs, bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va bien, ça va bien. D'accord, en face donc de Isiaka, on a deux confrères. Abdelkader Achiro, bonjour. Bonjour Rafiat et bonjour aux amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Comment vous allez ce matin? Ça va. Les auditeurs de Océan FM nous suivent également. Arnaud Dumaou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va. Alors, on va commencer par vous en découvrant les sujets de ce matin. Quel est le sujet qui vous impressionne ce matin? Ce matin, j'ai parlé de l'obtention de récépissé par le parti Les Démocrates. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise autour? Je voudrais beaucoup plus qu'on corrige le fait que l'administration soit politisée et que l'obtention d'un simple papier ait fait couler beaucoup d'encre de salive sur le temps et que finalement qu'on reçoive cela un peu comme une femme qui accouche par césarienne, alors que en principe pour l'image de notre pays, on doit pouvoir faire la part des choses entre l'administration et le politique. Isiaka Kochodi, votre sujet de ce matin? Oui, mon sujet de ce matin, je parlerai du verdict, j'allais dire, par rapport au concours frauduleux. Le verdict qui est tombé, nous allons mener une analyse par rapport aux sanctions. Est-ce que ces sanctions-là sont exemplaires pour ces gens d'actes? Voilà un peu. D'accord, Abdelkader Achiro, votre sujet? J'aurais bien aimé que nous essayions ensemble, à travers des analyses et des commentaires, de mieux appréhender le combat que mène aujourd'hui l'opposition politique au régime du président Patrice Talon et quelle est l'alternative qu'elle propose au-delà de ce que nous entendons de façon récurrente comme quoi la démocratie est en danger, mais qu'est-ce qui est véritablement proposé pour la population béninoise pour leur garantir un mieux-être, pour leur garantir quand même, je dirais, un Bénin beaucoup plus rayonnant. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Isaïe TV. Arnaud Dumaou est journaliste au quotidien La Fraternité. Et Sima Info, le DP de Sima Info, c'est bien sûr Isiaka Kochoni. Va commencer donc par vous, le développement de votre sujet. D'accord. Comme vous avez décidé de commencer par moi, on vous fait cet honneur ce matin. Je vous remercie, je vous remercie. Il faut dire que au cours de la semaine, le verdict est tombé finalement par rapport aux dames et à tous ceux qui sont impliqués par rapport au concours des magistrats frauduleux qu'on sort. Je salue déjà la justice béninoise qui a pris à bras le corps, cherché les auteurs et les sanctionner. Mais je ne suis pas totalement satisfait, je ne suis pas du droit, mais je mets une analyse journalistique. En tant que journaliste, je ne suis pas satisfait de cette décision. Lorsqu'on dit des gens fraudés par rapport à un concours, dont on a eu les preuves tangibles, les preuves palpables, ce n'est même pas, il paraîtrait, comme on a dans certains concours. Les gens ont vu, des gens détenaient sur eux des brouillons. Et on a cherché à savoir ce qui s'est passé, on a trouvé les auteurs. Et pour sanctionner maintenant, on dit 36 mois de prison, dont 12 mois fermes. Moi, je ne suis pas totalement satisfait de cette décision. On me dira, oui, vous n'êtes pas un homme de droit. Je sais que les articles, les lois, vues vont tomber quand je vais commencer mes analyses. Les gens ont publié sur les réseaux sociaux dans ce pays des documents confidentiels et on les a condamnés pour 2 ans de prison. Les gens ont pris champagne, même s'ils ont pris tous les champagnes du Bénin, ils sont condamnés à 5 ans de prison. Mais des magistrats, des gens qui sont appelés à juger ceux qui vont frauder, on les a arrêtés avec des brouillons et on donne 1 an de prison. J'appelle ça 1 an de prison parce que c'est 36 mois de prison, dont 12 mois fermes. Je dis 1 an, ce n'est pas exemplaire, ce n'est pas suffisant. C'est le premier aspect. Le second aspect, il y a une fraude. Je ne suis pas aussi satisfait par rapport aux mises en cause de comment on appelle, de ces fraudes-là.
Finalement, qui a été sanctionné, c'était le directeur du cabinet adjoint du ministre de la Justice. Comment lui s'est arrangé pour avoir les épreuves? Est-ce qu'il passait la nuit et il s'est réveillé là, vu les épreuves? C'est mon inquiétude. Lui, il a l'information près de quelqu'un. Et si on remonte, on tomberait au niveau de la direction des examens et concours. On viendra même au ministère, on viendra même au directeur du cabinet. Maintenant, est-ce qu'il y a des décisions, il y a des informations que le directeur du cabinet adjoint a et le directeur du cabinet lui-même n'est pas informé? Est-ce qu'il y a des informations? Sinon, comment comprendre qu'un concours, on puisse dire que c'est le directeur du cabinet adjoint qui est limogé? Comment il a eu les informations? Si nous savons comment on propose les épreuves. Je vais rappeler ça pour les examens nationaux que je connais. On propose 3 épreuves et 4 épreuves. Et on choisit un parmi les épreuves proposées. Est-ce que c'est le directeur du cabinet qui a proposé les épreuves? Ce n'est pas quelqu'un qui a proposé les épreuves. Et finalement, on limoge le directeur du cabinet adjoint. On ne sait pas comment il a eu les épreuves. Même j'ai eu des informations qui m'ont éclairé, qu'on voulait prendre le portable et gomme, c'est devenu portable, c'est des amalgames. Moi, je ne suis pas totalement satisfait des sanctions. On devait aller au-delà. Pourquoi? Et ceux qui ont triché ont sali les chefs de l'État d'abord par rapport à la lutte qu'ils mènent contre la corruption. Moi, j'ai entendu un monsieur dire la fois dernière, je suis content qu'on puisse arrêter ces dames. Parce que c'est ce qui se passait. C'est ça a permis de savoir ce que les gens faisaient. Ça, c'est sali la lutte que le chef de l'État mène contre la corruption. Au niveau des magistrats même, des gens qui ont passé leur concours, ils sont admis de façon valable. Aujourd'hui, on constate que beaucoup disent c'est de la même façon que même ils ont passé leur concours, ils sont admis. Je pense que je ne suis pas du droit. On va me dire la loi vu tout à l'heure. Mais en tant que journaliste, en tant qu'observateur, je ne suis pas totalement satisfait des sanctions. De la décision. Voilà. Alors, Arnaud Demangou, on en a parlé ici dimanche passé où vous avez réclamé que des têtes tombent. Vous avez estimé que les sanctions ne sont pas encore ce qu'elles sont. Quelles sont vos appréciations par rapport? C'est vrai que nous avons évoqué le sujet le dimanche dernier. Je m'attendais d'abord à des sanctions politiques. Je suis également resté sur ma faim. Mais toujours est-il que il faut faire 2 lectures. La première lecture, c'est que nous avons eu par le passé plusieurs concours qu'on a qualifiés de concours frauduleux. Il y a des listes même on parle de répartition de listes entre les régions pour un équilibre régional. Et puis finalement, des gens vont au concours, vous payez votre quittance. D'ailleurs, en vrai, c'est même chez eux. Ils sont admis à des concours. Vous voyez des gens circuler. Et après, vous voyez, puis ils sont admis à un concours. Le jour même de la composition. Ça, c'était avant ça. Ça, c'était avant ça. Mais lorsque vous voulez corriger, lorsque vous diffusez un message de changement, de rupture, lorsque vous faites le tour du Bénin et vous dites à tout le monde que plus jamais ça au Bénin, parce que désormais, c'est un renouveau, parce que désormais, nous allons reprendre avec l'éthique, avec les bonnes mœurs, et que sous votre nez, sous votre barbe, et puis cela arrive en principe, vous devez sanctionner avec la dernière rigueur. C'est ça qui a manqué, un peu comme je l'ai dit le dimanche passé, un peu comme ce fut le cas juste là, dans l'affaire Carlos Adorano. On ne doit même pas d'abord attendre le verdict du tribunal. C'est-à-dire que dans des circonstances du genre, les responsables au haut niveau démissionnent, ou à défaut qu'ils démissionnent, parce que c'est d'abord de leur responsabilité. C'est comme quelqu'un qui disait par le passé, je ne suis pas coupable mais responsable. Dès lors que des situations pareilles surviennent, il y a forcément des gens, justement, je ne suis pas coupable mais responsable, parce que c'est de leur responsabilité de nous assurer un concours transparent. Et donc, dès lors que finalement, au bout du compte, ils échouent dans cette mission, il faut qu'ils soient déchargés, ou tout au moins qu'ils aient l'honneur eux-mêmes de partir de leur propre chef. Mais nous n'avons pas cette culture de la démission chez nous au Bénin, on peut comprendre cela. Mais dès lors qu'on sait qu'on n'a pas cette culture de la démission, on peut également s'attendre à ce que l'autorité, le chef, puisse également frapper dur pour montrer l'exemple. Et c'est là que nous parlions, disons, passer de la sanction pédagogique, de la pédagogie. Mais ce que nous avons eu, c'est carrément comme si on a juste condamné les mises en cause. C'est-à-dire qu'il y a une faute, bon, ceux qu'on a surpris sur le champ, bon, ceux-là, on les condamne, et puis bon,
Le reste, c'est vrai qu'en droit, on vous dira qu'il y a un certain... La loi a prévu telle peine. Les probables complices ont été également amendés. Mais il y a eu que le DAC. Il y a Vous eu que le DAC. Et quelle sanction sanction encore pour le DAC? Quelle sanction encore pour le DAC? 6 mois avec sursis. Avec sursis. Ça veut dire qu'en définitive, on est en train de dire à l'opinion publique que c'est seulement ceux qui ont été arrêtés dans la salle qui sont les vrais coupables et que ça s'arrête là au fond. Mais je vous ai dit ici sur le plateau dimanche dernier que déjà, lors du choix des sujets, on a proposé 3 sujets. On a demandé à un candidat de venir choisir parmi les sujets. Le candidat a choisi le sujet numéro 1 devant tout le monde et qu'on est allé faire copie du sujet numéro 3. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ne découvre après que des gens, des corrigés type, c'est que déjà au tirage, il y a eu des problèmes. On a tiré sujet 1 devant tout le monde et on est allé faire la copie du sujet numéro 3. Comment cela est arrivé? Donc la fraude n'a pas démarré au niveau des candidats qui ont été arrêtés. Ça veut dire qu'il y a des implications à un certain niveau. Mais lorsque il y a des légèretés observées. Lorsque vous suivez ce processus-là, et que déjà au début de la proposition, il y a eu ça, et que c'est après qu'on a arrêté des gens, vous vous dites que donc c'était une fraude bien organisée, bien ficelée. Et à partir de ce moment-là, que ce soit finalement seulement 2 dames qui a été condamnées, peut-être même à 2 jours, ça ne c'est pas un problème, mais vous sentez que finalement la sanction ne repose essentiellement, quasi essentiellement, que sur ces 2 dames-là. C'est vrai, il dit que par rapport à cela, par rapport à cela, nous allons le dire. Nous allons le dire parce que vous savez que c'est facile de jouer ou donner des leçons, c'est facile de montrer que aujourd'hui les choses sont totalement différentes, mais en réalité, les faits montrent que nous ne sommes pas si loin que ça des merdes du passé, des travers du passé, et on voudrait quand même souhaiter. Là, je vais conclure sur ça pour dire que quand même qu'on prenne quand même conscience à un moment donné dans ce pays. Que ceux qui sont habitués à ces faits-là se disent que le Bénin appartient à nous tous et qu'aujourd'hui, d'autres enfants vont venir. Ils ne seront peut-être plus de ce monde-là, mais ils vont quand même avoir des petits-enfants. Donc, des générations vont suivre après eux. Et vont suivre, oui, non seulement l'histoire, mais vont suivre également les mêmes travers. C'est que ceux qui sont en train aujourd'hui de produire, de laisser comme héritage à ces enfants-là qui vont venir. Et donc ces enfants-là vont marcher sur ces traces-là. Est-ce que c'est le Bénin dont nous rêvons demain, même si nous ne sommes plus là? Est-ce que c'est ça qui fera leur honneur, même s'ils ne sont plus de ce monde? Est-ce que c'est cet héritage-là qu'on aimerait laisser aux générations futures? Moi, j'aimerais quand même que, au-delà d'un régime de Patrice Talon ou de son régime, que les Béninois, qu'on puisse à un moment donné réfléchir, pour se dire, mais là où nous allons là, est-ce que c'est ça l'héritage que nous entendons laisser à ce pays? Alors, Abdelkader Chirou, vous êtes également resté sur votre fin par rapport à ce verdict? Est-ce que je dirais que je suis resté sur ma fin? C'est vrai qu'on espérait tous que les mises en cause écopent d'une sanction beaucoup plus sévère que ce qu'on a entendu. Mais il faut savoir que le droit se dit dans les prétoires. Et dans les prétoires également, le droit est dit en fonction des éléments d'appréciation, selon l'appréciation des juges. Et donc, je pense et je crois avec fermeté que les magistrats ont délibéré en fonction des éléments de droit qu'ils ont eu à leur disposition. Parce que lorsque vous rentrez dans des détails donnés qu'on ne peut pas quand même finir ici, vous comprenez que des affaires du genre sont parfois compliquées, complexes et très floues. C'est vrai que la justice est faite d'ailleurs pour élucider ce genre d'affaires, mais on a besoin d'éléments de faits pour pouvoir condamner. Mais ce que Arnaud a dit tout à l'heure par rapport à ce que on est encore dans les travers du passé, je crois que non. Déjà, la volonté politique, il y a eu une volonté politique. La volonté politique, c'est que le chef de l'État, lui, il a annulé le concours. Nous savons que par le passé, il y a eu des concours qui ont été organisés, des concours où on faisait des répartitions régionales sur le taux d'admissibilité, des concours au cours desquels des gens n'allaient même au moins ici, c'est pas que je veux peut-être faire la part belle, mais au moins ici on voit des gens venir en salle de composition. Par le passé on voit des gens qui ne mettaient même pas pied en salle de composition, qui n'allaient même pas suivre la formation, mais qui étaient là le jour où on habillait les recrues. Et on a vu ça par le passé et rien n'a été. Toutes les dénonciations qui ont été faites, toutes les manifestations qui ont été faites pour décréter ces 10 concours n'ont pas ébranlé le pouvoir d'alors. Mais aujourd'hui, nous avons un pouvoir que dès qu'il a appris qu'il y a eu mal donné à un niveau donné, automatiquement, il a pris
une décision de dire j'annule le concours. Je crois que c'est déjà l'expression d'une volonté politique de vouloir bannir certaines manières. Et ce n'est pas la première fois que sous ce régime, un concours a été annulé parce qu'on aurait constaté des légèretés, parce qu'on aurait constaté des anomalies. L'autre chose également qu'il faut véritablement faire observer aussi, c'est que automatiquement le concours a été annulé, que le procureur, c'est celui du dossier, ait également à faire avancer les choses. On aura toujours à dire, puisque nous sommes tous des humains et que nous ne sommes pas Dieu, mais ce que je tiens à faire observer et à faire remarquer aux uns et aux autres ce matin, c'est que la volonté politique y est, progressivement, je pense et je suis convaincu que nous y arriverons. Et je tiens à saluer quand même la bravoure de ces surveillants qui ont pu quand même avoir le courage de détecter ces cas de tricherie et de les dénoncer. Et de les dénoncer. Parce que autrefois, on aurait dit, ah tiens, c'est l'épouse de tel. Ah, je ne veux pas, c'est les proches du pouvoir. Ah non, c'est l'épouse de tel. C'est les proches, je ne veux pas. Mais ça a été détecté, ça a été dénoncé. Je crois que c'est d'abord ces surveillants-là qu'il faut saluer la bravoure. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, on n'aurait pas connu ce qu'on a connu. Voilà. Oui, c'est Kakoshoni, un petit mot. Oui, j'ai bien écouté mon confrère. Il a parlé de la volonté politique. Je l'ai dit quand j'ai pris la parole ici. Il faut remercier, il faut saluer le chef de l'État par rapport à la lutte qu'il mène contre la corruption. Mais le problème n'est pas d'arrêter ou au passé. Voilà, ce que les gens faisaient au passé, c'était mauvais. C'est pour cela que lui est venu pour corriger. Mais lorsqu'il veut corriger, il faut qu'il corrige réellement. Et Rafiat Mamadou, c'est parce que vous voyez l'aspect, on dit magistrat. Les gens qui vont juger les gens qui font du faux, les gens qui vont juger des gens qui commettent des actes. Les gens qui sont censés être exemplaires. Et eux-mêmes, ils vont dans la salle de composition avec des cartouches. C'est en cela que le fait est paradoxal. Comment ceux-là, si par exemple, on ne les avait pas vus, ils seront quel genre de magistrats? Voilà comment ils sont recrutés, voilà comment ils sont venus. Bon, de toute façon, le droit a été dit, oui, je suis d'accord. Pour terminer, je le répète, si on pouvait encore revoir les sanctions, ça va corriger. Sinon, on dit 1 an de prison, c'est rien ça. Moi, j'attendais au moins 10 ans de prison pour avoir sali l'honneur des magistrats, pour avoir sali la lutte que les chefs de l'État amènent. Mais nous ne sommes pas des hommes de droit, les hommes de droit, oui. Je vais placer une virgule par rapport à ce que disait Khaled tantôt pour dire que la volonté politique, pour moi, c'est service minimum. Il faut dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fraude a été organisée, ficelée. Si on n'avait pas arrêté ces gens-là, il n'y aurait pas eu de débat autour des choix du sujet, par exemple. Alors que là, c'était de la fraude. Parce que il y en a qui savaient déjà quel sujet allait sortir le jour-là. Et bien que nous ayons une proposition de 3 sujets, on a mis un autre sujet, on a fait la copie de notre sujet. Et si les dames-là n'avaient pas sorti, si elles n'avaient pas été prises en flagrant délit de fraude, ça veut dire finalement que tout se serait bien passé. Et puis bon, les répartitions qu'on a eues à faire par rapport au quota que chacun s'est mis dans ce concours-là, tout passerait. Tout passerait. Il faut dire les choses avec gravité. Pour dire que ce concours-là nous donne également la preuve de ce que on n'est même pas sûr que les concours précédents n'ont pas été entachés de fraude. C'est-à-dire avec ce concours, avec le système organisé par rapport à ce concours-là, on n'est pas sûr que tous les concours précédents sous le régime Patrice Talon ont été des concours sans taille, des concours bien organisés. On n'en a pas la certitude. Parce qu'il vous a dit que si ces dames-là, on ne les avait pas surpris avec ces papiers-là, peut-être que ça aurait passé comme les autres concours. Et ça veut dire peut-être que les gens ont trouvé une autre façon d'organiser la fraude cette fois-ci. C'est pour ça que je dis, il fallait démanteler tout le système mis en place depuis lors. Si nous ne démantelons pas ce système-là, et nous estimons seulement que nous prenons quelques éléments du système, on a dit, bon, on a sanctionné juste ceux qui ont été pris en flagrant délit, alors que on sait que ça a été une organisation sur toute la chaîne, je crois que ce n'est pas rassurant. Et les concours qui vont venir également, d'ailleurs, vont s'arranger à bien ficeler davantage la fraude. Parce que le Béninois, c'est quoi? Le Béninois, d'ailleurs, que vous trouvez un moyen de le sanctionner ici, il trouve toujours les voies pour contourner. Donc on a l'impression que cette fois-ci, nous sommes dans le cas d'espèce. Les gens ont trouvé les voies pour contrôler le système d'antifraude. À partir de ce moment-là, rien ne nous dit que les concours précédents ont été des concours propres. Je suis au regret de le dire parce que juste là, nous voulons maintenir encore le système puisque nous n'avons pas, la volonté politique n'a pas été jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, on risque de maintenir ce système-là. Et les concours à venir, davantage, les gens seront un peu plus ingénieux. Merci à vous, chers confrères. Merci pour ces apports. Nous allons continuer donc cette émission avec un autre sujet avec vous, Abdelkader Achiro.
Non, je voulais quand même qu'on essaie de voir un peu ce que l'opposition au régime du président Talon propose comme alternative pour le peuple béninois. Parce que on n'est pas sans savoir que depuis avril 2016, il y a des acteurs politiques qui se sont déclarés opposants au régime du président Patrice Talon et qui estiment que sa gouvernance n'est pas la meilleure. Ils estiment que ses procédés de gestion du pays ne sont pas les plus orthodoxes. Et donc, ils estiment que avec eux, ce serait mieux. Mais on constate avec amertume et désolation que chaque fois qu'ils s'expriment, on sent parfois des invectives, on sent parfois des propos qui sous-tendent une inimitié avec la personne du chef de l'État. Et l'argument qu'on branle beaucoup plus, c'est démocratie en danger, démocratie en berne. Mais nous n'avons pas de critique véritablement sur les actions qui sont posées. C'est-à-dire, qu'on me dise par exemple que le bitume qui est réalisé peut-être derrière ici, mais qui est réalisé non loin ici, l'épaisseur ne devait pas être cette épaisseur, ou bien la largeur ne doit pas être cette largeur, ou bien le plan d'aménagement de Cotonou n'avait pas prévu cela, ou bien cette route qu'on a faite, elle peut créer d'autres inondations ailleurs, qu'on aille sur le concret qui impacte les populations béninoises. Mais vous constatez avec moi que la plupart sont dans des propos purement politiques. Et donc, je constate aussi que ces acteurs politiques parlent d'eux-mêmes et non des populations. Ils parlent d'eux-mêmes parce que lorsque vous les prenez individuellement, vous constatez que chacun d'entre eux savent ce qui les oppose, je dirais, au chef de l'État, au président Patrice Talon, ce qui n'est pas quand même agréable parce que lorsque nous parlons d'opposition, c'est que nous voyons des gens qui sont là pour véritablement opiner à tel endroit. Dans d'autres pays, lorsque on dit par exemple que les acteurs d'opposition ont une conférence de presse, les gens au pouvoir parfois tremblent parce qu'ils se disent quel est le dossier qu'on veut nous sortir, qu'est-ce qu'ils veulent dire, sur quoi ils veulent attaquer notre gouvernance. Mais ici, quand on fait quand on sort pour une sortie médiatique, c'est juste peut-être pour appeler peut-être à la désobéissance civile, c'est juste peut-être pour dire que bon, il faut que le chef d'État quitte, alors qu'il est encore dans son mandat constitutionnel, il est constitutionnellement installé. Et ce qui n'est même pas bienséant, c'est que il n'est pas normal que des gens qui aspirent à diriger le pays puissent formater les populations dans une philosophie de pouvoir être habitués à arrêter un mandat constitutionnel. Parce que lorsque vous suivez certains propos depuis l'appel du FA et bien d'autres réunions, si ce n'était pas que les Béninois sont véritablement mûrs, je ne pense pas que nous serons ici jusqu'à la fin de ce quinquennat, parce que pendant longtemps on a tout le temps appelé à ce que les Béninois puissent envahir les rues et que tout s'arrête ainsi. Donc il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et que si les gens doivent s'approcher d'eux pour échanger, qu'on propose véritablement un programme capable de changer la donne, si c'est ce qu'ils pensent, mais qu'on arrête d'utiliser les populations pour des règlements de compte personnels pour dire il a dit ci, il a dit ça, mais qu'on aille véritablement le concret pour dire par rapport à l'eau potable par exemple, ce qui a été fait, eux n'ont pas trouvé bien, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, par rapport à l'énergie électrique, on aurait peut-être pu penser à tel fournisseur ou bien on aurait pu penser à telle option de conception par rapport à tel projet. Par exemple, le contournement nord-est de Cotonou, on aurait prévu peut-être telle façon de faire que chaque fois qu'on soit dans des discours soporifiques qui quand même sont toujours là comme des réponses du berger à la bergère. Alors, Isiaka Kochoni, vous êtes impatient de prendre la parole. Et quelle opposition pour le BDR? J'ai bien suivi mon confrère par rapport à sa démonstration, une opposition qui ne propose rien, qui n'est là que pour la dénonciation. Avant de connaître quelque chose, avant de connaître quelqu'un, il faut suivre ses pas. Je le dis ouvertement. L'actuel chef de l'État, bien sûr, au niveau des domaines donnés, j'ai vu qu'il a fait beaucoup. L'actuel chef de l'État, dès sa prise de pouvoir, a vu que tout ce que l'autre régime avait fait est mauvais. Il faut reprendre tout. Même les maisons qui sont bien construites, il faut reprendre la peinture. Je ne dis pas n'importe quoi. Prenez la voie, Bota et Wedoé consort. Le programme était quoi? C'est une seule voie. Mais le chef de l'État a dit qu'il faut faire une double voie, ce qui est déjà appréciable. C'est ça, et il a une bonne vision.
Mais vous avez dit qu'il faut doubler la voie. Aujourd'hui, ce n'est même pas encore terminé. Je ne suis pas sûr qu'il va finir pendant les 3 mois qui restent. C'est celui-là, on va faire la proposition, on va écouter. L'État est une continuité. Je suis d'accord. Prenons, je ne sais pas, c'est un nom en anglais, leasing, ou bien quoi, il faut louer les leasing. Voilà, quelque chose comme ça. L'opposition s'est prononcée. Est-ce que les chefs de l'État assument même que les gens ont parlé? Oui. Ils ont fait des propositions. On lui fait la proposition qui ne respecte pas. Quelle était la proposition faite? Non, on dit, s'il faut acheter là, je prends le cas de leasing là. S'il faut acheter le véhicule avec l'argent du contribuable, c'est plus avantageux qu'aller louer chez quelqu'un. Et l'autre, ils ont même fait des calculs pour dire la location de véhicules pendant 5 mois, achète déjà 2 véhicules. Mais quelqu'un à qui on donne ce conseil, il respecte. Lorsqu'on trouve encore un autre, on va le faire. Les scènes de parents, nous sommes en train de décrire aujourd'hui. L'opposition n'était pas sortie pour dire non. C'est un système qui va nous conduire au gouffre. L'opposition a parlé. Est-ce que le chef de l'État a replié et sur les décisions? Non. Mais alors, lorsque vous voulez que l'opposition aille au bord de la voie, comme l'autre le faisait pour toucher la main avec, pour dire ça là c'est mauvais, peut-être c'est ça, moi je n'ai pas vu, ils ont encore fait. Mais ils ont fait des propositions concrètes et comment on appelle, que le pouvoir n'a pas respecté. D'où le mieux, vous parlez à quelqu'un, ne vous suit pas, le mieux que vous taisez. Et leur philosophie, oui c'est là, je vais revenir aussi. Leur philosophie, c'est lui qui est là. Et personne n'a jamais dit au chef de l'État d'écouter son mandat. Le souci de l'opposition, je ne suis pas là pour les défendre, le souci de l'opposition est de faire ces 5 ans et d'aller avec une élection transparente. L'opposition n'est même pas contre une élection. Mais le système de parrainage qui bloque à ce que certains bénévoles puissent aller, c'est ça, comment on appelle, c'est ça l'opposition est contre. D'où mon confrère Kader, je suis d'accord avec certains points, mais je suis contre le fait de dire que l'opposition ne propose rien. L'opposition propose beaucoup, mais les choses ne suivent pas. Élection communale. En quoi est-ce que le système de parrainage devrait bloquer? Bon, en fait, en quoi? Le système de parrainage, déjà la loi, vu la loi par rapport à ce système-là, ça ne donne pas la libre voie à ce que l'opposition a à l'élection. Vous dites qu'il faut avoir 16 maires ou 16 députés. 16 élus. Oui, voilà. L'opposition a combien aujourd'hui? Il n'y en a pas. Et l'élection qui a conduit à ce qu'on ait une assemblée monocolore là, l'opposition était contre pour dire non, n'allons pas à cette élection. Asseyons-nous et discutons. Mais ce sont et le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, il a dit ça la semaine dernière encore. Asseyons-nous et discutons. Nous sommes tous des Béninois. On a déjà fait le dialogue national. Oui. Quel dialogue national? Il y a un an. Bon, quel dialogue national? Je ne veux pas qu'on aille sur ce terrain même. On s'est appelé entre amis et on a discuté. Il faut aller au dialogue à chaque année. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Les Béninois sont les amis. Les Béninois sont les amis. Je suis d'accord. Mais lorsque on va tous des frères, il faut respecter. Il faut dire non. Ce que mon en train de dire là, c'est pas bon. Il faut qu'il cesse. Non, mais le constat est que ceux qui sont au Parlement, ceux qui sont ceux qui sont les maires d'aujourd'hui sont des amis des opposants. En quoi est-ce que des amis d'hier, des coquins d'hier. En quoi est-ce que le parrainage, la négociation du parrainage devrait être un blocus? Oui, je vous donne un exemple. Pourquoi ils ne veulent pas aller vers leur vous avez fait votre campagne électorale. Qui a fait campagne? Oui, je donne un exemple. Je prends un député qui a fait sa campagne électorale. Bon, bien sûr, l'argent n'a pas pu circuler comme dans un passé lointain, mais il a fait sa campagne électorale. Vous pensez que c'est facile de venir dire, bon, je voudrais que tu me négocies? C'est pas facile, même s'ils sont des amis. Effectivement, ils sont des amis. C'est pas qu'il y a de blocus entre eux. Mais c'est pas facile de dire, il faut me parrainer. Parce que c'est quelqu'un qui vous a envoyé au Parlement. C'est un parti qui vous a envoyé au Parlement. C'est un parti qui a fait que vous êtes devenu maire d'une commune. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, bon, je laisse mon parti. Mais même vous ne pouvez point agir comme ça. Et ça va être difficile à l'opposition de pouvoir négocier un maire ou... C'est plutôt une fuite de responsabilité, je pense bien. Alors, Arnaud Doumaou, votre appréciation sur la question. J'ai été plus sûr. Quel est le combat de l'opposition au régime Talon? C'est le sujet de Abdelkader. Voilà. Je dis d'abord que nous avons souvent dénoncé le fait que le débat politique soit pollué par des invectives, que nous n'ayons pas souvent des débats d'idées. Voilà. C'est vrai que ça n'a pas été d'autres. C'est pas seulement de la part du pouvoir. C'est que nous n'avons pas bien souvent des débats sérieux. Vous voyez, nous sommes à quelques mois de la présidentielle et aujourd'hui les attentions sont focalisées sur Talon Yahi. C'est à quoi que le Bénin c'est leur gâteau familial, c'est que c'est l'héritage de leurs parents et que c'est seulement pour les deux là. Oui, c'est une élection qui engage la vie de toute une nation, de tout un peuple. Que le débat soit focalisé sur Talon Yahi. Talon a dit je veux réconciliation. Talon a dit je veux réconciliation. Yahi a dit non, je ne veux pas réconciliation. Attends. Donc, nous on est là. On achète les CD. Nous on est où dans le pays? Moi je ne comprends pas. Et certains s'amusent, ils sont à l'aise dans ça. As-tu entendu ce que Talon a dit? C'est comme Béziers à la vie.
Oui, là, ce sont les artistes. Ils se clashent, c'est ça? Non, ce sont les artistes, et puis après, ils se revoient entre eux, puis ils s'amusent bien. Ce n'est pas sérieux dans un pays où nous avons quand même assez d'intellectuels, excusez. Nous avons des gens quand même qui peuvent faire des débats de certain niveau, d'une certaine qualité. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il dit que par rapport à la question de la gouvernance talon, vous n'avez pas en face d'abord un régime qui soit ouvert. Vous avez l'impression d'avoir un système de gouvernance qui est un peu plus fermé que ce que nous avons eu juste là. Je prends un simple exemple avec les partenaires sociaux, le dialogue social. Et à quel niveau? Les gens font des propositions, mais si vous avez souvent suivi le discours de Patrice Talon, il estime que il revient, c'est eux qui sont aux affaires, il revient à l'État, et donc de déployer, de définir et de dérouler la politique publique. Nous sommes d'accord qu'en matière de gouvernance, il revient donc à l'État de définir, de dérouler, de déployer la politique publique. Mais au même moment, il faut évaluer cette politique, il faut le suivi. Il faut que, de part et d'autre, que des gens puissent apporter leur contribution, que des gens puissent critiquer pour dire, sur cette lancée-là, le chemin que vous prenez là, ce n'est pas normal, vous ne pouvez pas emprunter ce chemin-là. Mais lorsque vous suivez, je prends même l'exemple des 30 heures dont on a parlé, ça fait beaucoup de bruit, le chef de l'État a invité les gens, il a dit, bon, nous n'avons pas la... ce n'est pas que nous connaissons tout, nous sommes ouverts, mais la suite, on a maintenu la décision. Et c'est ainsi dans plusieurs cas. Lorsqu'il y a eu débat coronavirus ou la reprise par rapport aux enfants en année scolaire, les acteurs politiques ont fait des propositions pour dire nous ne sommes pas d'accord contre la reprise, mais nous souhaitons que cela se passe de telle manière ou de telle autre. Au lieu que telle classe reprenne, prenons telle option. Vous avez l'impression qu'ils ont été entendus? Ils n'ont pas été entendus. On a dit ce que nous avons décidé, c'est ce que nous faisons. Mais nul n'a la science infuse. Et donc, lorsque déjà, en matière de gouvernance sociale, vous observez que nous n'avons pas un régime qui soit tout au moins ouvert aux propositions, à ce qui vient des autres, vous avez l'impression qu'on a défini, on déploie, laissez-nous gouverner, et à la fin, vous allez faire le bilan. Ce n'est pas ça ce qu'il s'agit. Ce n'est pas ça le politique. Et donc, nous ne pouvons pas être des spectateurs joyeux pour dire, bon, ok, d'accord, et faites ce que vous voulez de nous, à la fin, nous allons faire le bilan. Lorsque vous êtes en train de gouverner, vous gouvernez pour des hommes. Et donc, les hommes vont réagir par rapport aux impacts. Mais le gouvernement a abdiqué par rapport à cette situation. Aux impacts. C'est très rare de voir ça sur Patrice Talon. J'ai dit c'est un régime, et beaucoup de Béninois vous le diront, ce n'est pas un régime, c'est un régime qui a été plus ou moins fermé aux propositions qui viennent d'ailleurs. Donc, on a pris des options, on a foncé tête baissée. Et l'exemple, mon confrère le disait tantôt, l'exemple le plus palpable aujourd'hui, qui ne fait pas, qui n'honore pas trop le Bénin aujourd'hui, c'est ce que nous avons aujourd'hui comme Parlement. Parce que lorsque vous avez un Parlement, la notion élémentaire d'un Parlement, c'est la représentativité de toutes les opinions. Nous n'avons pas un Parlement aujourd'hui où on a toutes les opinions. On a un Parlement unidirectionnel où c'est une seule opinion qui est représentée. Et on dit, ben non, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Mais aujourd'hui, les députés même qui sont à l'Assemblée, vous avez vu plusieurs qui ont fait des interviews, ils disent, mais c'est toujours mieux d'avoir une opposition au Parlement. Vous voyez, pour dire qu'on ne ressent pas, même en tant qu'élu, cette fierté à s'asseoir dans une assemblée supposée être nationale. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas une assemblée nationale. Elle est nationale. L'assemblée actuelle est nationale. De façon abusive. Nous continuons de parler d'assemblée nationale, mais je vous dis, la notion d'assemblée nationale, c'est une notion qui implique que les opinions sont représentées, c'est-à-dire que les opinions divergentes sont représentées, et c'est pour ça qu'on estime que c'est une émanation du peuple, donc c'est une assemblée nationale, c'est une émanation de toutes les opinions qui sont représentées. Mais lorsque vous avez un parlement où vous n'avez pas cette émanation-là, vous n'êtes plus en réalité dans une assemblée dite nationale. Ça vous dit donc qu'on a souvent essayé de foncer tête baissée sous le régime du président Patrice Talon. Dans des cas, ça a sans doute marché. Dans des cas, ça a sans doute porté des résultats. Mais je dis que ce n'est pas l'approche, idéale en matière de gouvernance. Et lorsque vous parlez, des propositions par rapport de l'opposition. Des propositions constructives de l'opposition. Je ne sais pas si nous sommes dans le même pays ou si nous suivons les mêmes réalités, les mêmes actualités, et que véritablement il y a eu aucune proposition. Il peut y avoir des débats, ce que nous déplorons, c'est qu'il peut manquer de qualité en matière de débats politiques que nous avons chez nous, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a eu véritablement aucune opposition. Justement qu'on ne suit pas les mêmes actualités, puisqu'il y a eu également des situations au cours desquelles le chef de l'État a eu abdiqué. Ce sur quoi j'aimerais rappeler me prononcer, c'est par rapport au parrainage. Vous savez, aujourd'hui,
plupart des acteurs politiques qui sont désireux ou désireux d'être candidats à la présidentielle ont ce blocage-là, le parrainage qu'on va l'obtenir. Et l'inquiétude, c'est parce que la plupart des élus qui vont parrainer sont de la mouvance présidentielle. Et je pense que les acteurs politiques eux-mêmes, et même le chef de la majorité présidentielle, qui est le chef de l'État, a eu à le dire à maintes reprises que les élus de la mouvance s'arrangeront à ce que ils parraineront des candidats qui ne releveront pas tous de la mouvance présidentielle. L'autre chose également qu'il faut faire observer également, c'est que lorsque le parrainage a voulu être institué, le parrainage a été institué pour contrôler un peu les candidatures. Il y a le parrainage des élus, il y a le parrainage des citoyens. Mais si les acteurs politiques eux-mêmes ont choisi le parrainage des élus, c'est parce qu'à un moment donné, ils voulaient contrôler les candidatures en question pour savoir, voilà les candidatures qu'on veut, c'est entre eux, ils vont décider. Maintenant, si c'est fait ainsi, c'est décidé ainsi, ça empêche quoi? Ça coûte quoi à des acteurs politiques qui se voyaient hier, qui étaient amis hier, qui hier ont rejeté une charte des partis politiques dont ils se sont conformés aujourd'hui, de voir avec ces acteurs politiques-là et négocier le dit parrainage. Nous serons là aujourd'hui, ils diront encore le parrainage est un blocage et peut-être qu'ils attendront que les parrains aillent vers eux alors qu'ils sont demandeurs et à la finalité encore on va encore assister à quoi? À la présidentielle. Je pense que l'idéal aujourd'hui c'est de comprendre les enjeux. Vous savez, le jeu politique aujourd'hui on dit c'est pas comme ça se fait, ça ne se passe pas comme ça et donc bon comme ça ne se passe pas comme ça, non c'est mauvais. La situation est comme ça aujourd'hui. Le parrainage, on sait que le parrainage, là où les leviers sont déjà actionnés, il y aura parrainage à la présidentielle prochaine. Alors que faut-il faire? C'est aller négocier. J'ai été heureux il y a quelques jours que les démocrates, malgré les observations qui leur ont été faites et tout, ils ont pu obtenir le récépissé d'existence. C'était pas si comment je veux dire, si complexe que cela, même si le chemin a été long. C'est pour dire que si ça a été long, alors s'ils sont désireux et qu'ils veulent obtenir le parrainage, ils pourront obtenir le parrainage. Puisque à la tête des démocrates, à la tête des démocrates, non, je veux finir. À la tête des démocrates, on a un chef qui parmi les parrains sont des gens qui ont collaboré avec lui hier. Donc, quémander 16 parrainages, s'ils le veulent véritablement, ils les auront pour la présidentielle prochaine. On va découvrir donc mon sujet, parce que ça, vous êtes en train de noyer déjà mon sujet, mais je dirais que dans un système démocratique, parler de quémander des parrainages, ce n'est pas sain. Mais je dirais en plus que... Il faut négocier, on ne va pas quémander, mais on va négocier. Non, nous sommes dans un système où on est aujourd'hui de quémander. Les mêmes politiques. Non, ce qu'ils disent, au fait, ils paient la réalité en choisissant quémander, parce qu'effectivement, il faut quémander. Alors, même les lois, c'est depuis la produisent pour les citoyens qui sont les lois. Non, vous avez dit, ils la subissent aussi en tant qu'acteur politique. Oui, si tu appelles la réalité en parlant de quémander, et je dis que ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, on est obligé d'aller quémander. Et c'est ça pour dire que ce n'est pas sain en matière de démocratie. Non, ce n'est pas sain. Maintenant, ce que nous allons dire, que j'aimerais ajouter beaucoup plus, c'est la question des débats dont nous parlions tantôt. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle, que les gens, nous sommes fatigués, qu'ils nous laissent en paix avec Tano a dit, Yaya a dit. Le secteur de l'éducation, voilà la politique que mène le régime du parti Talon. Que proposez-vous en tant que démocrate? Nous avons deux courants. Et nous faisons des débats sur les plateaux. Nous avons le secteur de la justice. Voilà les réformes qui ont été mises en œuvre sous 4 ans ou près de 5 ans sous Patrice Talon. Les démocrates, quels sont vous proposés? Et nous avons des experts des deux camps. Et nous faisons des débats pour dire désormais quelles sont les insuffisances, quels sont les points forts, les points faibles du système qui est en cours aujourd'hui, de la réforme mise en œuvre, mais que proposent les autres en face et que les débats puissent se faire. Que nous soyons dans un pays, que l'image du Bénin, qu'on puisse rehausser l'image de la démocratie béninoise et qu'on quitte les débats ces débats de carnivaux et qu'on arrête de nous raconter, bon, il est à Glas, il a fait cette déclaration et l'autre il a fait des choses qui n'ont pas de sens. Hein? Mais tchato, jamais plus. Non, on a fini avec ça. Je dis, ce débat-là, ce n'est pas, cher ami, ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Le Bénin, il faut élever la qualité des débats pour qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse assister à cette niaiserie-là. On ne puisse assister à cette niaiserie. Donc c'est là que moi, c'est là que moi j'aimerais plus attirer l'attention pour dire que j'aimerais avoir ça dans les deux camps. Ni je suis ni de la mouvance ni de l'opposition. Donc, mon objectif, je ne suis pas centriste, je suis journaliste pour le moment. Je ne sais pas si demain je serai ailleurs. Et si on découvrait votre sujet, on va développer rapidement. On va développer rapidement. Oui, mon sujet, je crois que ça a été rapidement noyé un peu, là. Cadet a noyé mon sujet, mais je risque de faire, c'est pour ça que je risque de faire un petit complément.
pour dire simplement que nous avons déjà débattu de ça. Pour les élections, il faut que le Bénin, qu'on puisse rehausser le niveau de débat. Nous avons parlé de récépissé, obtention de récépissé par les démocrates, ça a été la croix et la bannière. Alors qu'en principe, c'est un simple papier administratif. C'est comme si vous deviez avoir votre acte de naissance. Et pour avoir votre acte de naissance, il vous faut faire de la conférence de presse, il vous faut faire du bruit de tapage, ou aller prendre simplement l'acte de naissance de votre enfant. Alors que la loi dit c'est une déclaration. Mais si vous avez mis des règles pour obtenir non, je crois qu'on n'a pas besoin. C'est une affaire administrative et on devait y aller. Je crois que le monsieur a été un peu noyé, c'est ça. Mon complément que je fais, avant la fin, je salue beaucoup plus le retour des artistes sur scène avec le travail que fait aujourd'hui. Parce que vous savez, le coronavirus a essayé de carrément ranger au placard ces créateurs de l'esprit. Et donc aujourd'hui, on remarque un travail qui se fait, on remarque le retour des artistes sur scène et que ça donne une certaine vitalité au monde artistique et culturel. Oui, Siaka, vous avez un mot à placer? Oui, j'ai un mot aussi à placer. Et après, Siaka, bien sûr. Nous sommes déjà à quelques mois des élections. Je souhaiterais, ça c'est mon vœu depuis Adam, et l'opposition et la mouvance s'asseyent pour qu'on puisse aller à une élection dont on aura la joie comme cela se passait. C'est tout ce que j'ai à dire pour finir. Je pense que ce que Arnaud voulait dire, qui est quand même très important aussi, c'est vrai que le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon ni à Thomas Boniaï, mais lorsqu'on sait les acteurs politiques qui sont derrière les uns et les autres, je crois qu'il est important que les deux hommes puissent se parler. S'ils se parlent, je crois qu'il y aura quand même beaucoup de fléaux que nous allons éviter à l'avenir, parce que n'oubliez pas que en 2019, ce que nous avons vécu lors des élections législatives, je ne vais pas rappeler à quelqu'un dans quel fief on a connu ces éléments malheureux et tristes, et pourquoi on a connu ces éléments, parce que l'un voulait coûte que coûte dire je vais en découdre avec l'autre, l'autre veut dire non, je ne vais pas le laisser faire. Et donc si les deux arrivent à se parler et arrivent à savoir, parce que nous n'étions pas au courant de leur amitié par le passé. On ne sait pas où ils se sont connus. Seules certaines personnes savent où ils se sont connus, comment ils ont été amis. D'autres peuvent vous faire l'histoire, mais aujourd'hui, on en souffre de part et d'autre. Et donc, il est important aujourd'hui que les deux se parlent tout au moins. Et s'ils arrivent à se parler, ils peuvent continuer à être des adversaires politiques, mais cela se fera avec beaucoup plus d'élégance. Et comme l'a souhaité Arnaud, nous n'aurons pas à subir des réponses du berger à la bergère, et nous ne verrons plus dans les propos des volontés de vouloir répondre forcément à l'autre, de vouloir répondre à tout ce que dit l'autre à chaque Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. On va faire rapidement un tour de table pour les derniers mots. Le compte de ce matin, Arnaud Dumaou. Je dis que je salue le retour des artistes sur scène et que coronavirus, d'accord, mais que quand même on ne peut pas mettre tout un secteur placer tout un secteur sur l'ornière pendant des mois, pendant que d'autres secteurs reprennent vie. Et je salue cette dynamique qui se mène aujourd'hui au niveau du ministère de la Culture. Je finirai par souhaiter mes meilleurs vœux. C'est mes meilleurs vœux. Oui, mes meilleurs vœux, parce que c'est sûr que c'est le dernier dimanche de l'année, bien sûr. Avant le 31, mes meilleurs vœux à vos téléspectateurs, mes meilleurs vœux également à nos politiciens, que ce soit à Boniaï ou Patrice Talon, meilleurs vœux à nos politiciens, et qu'ils nous révèlent de belles choses pour la présidentielle 2021, et que ce soit véritablement des moments de fête, et qu'on arrête un peu avec ces invectives-là. Ils sont d'un certain âge, en réalité, où je ne sais pas, le français est difficile, d'un certain âge ou d'un âge certain, ce que vous voulez, mais que on puisse relever, ce sont des années, qu'on puisse relever un peu l'image que nous avons traînée jusqu'à. Honnêtement, ce n'est pas une image qui plaît aux Béninois. En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'il peut faire mieux en matière de débat politique, qu'on puisse élever un peu, et que surtout 2021 soit un moment de fête pour la présidentielle. Bon, et moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est par rapport au concours frauduleux. Vous allez me demander pourquoi j'insiste sur celui-là. Je le répète encore, je l'avais dit au début et à la fin encore, je suis contre, et par rapport aux sanctions. Je souhaiterais que si effectivement le droit veut être respecté, qu'on puisse revoir ces sanctions. C'est pas c'est normal au niveau de la justice. Ça dit qu'il faut sanctionner. C'est énervant un peu. Le chef de l'État a parcouru tout le Bénin pour dire voilà la lutte contre la corruption. Même ceux qui sont proches de lui, il les a dénoncés, et qui reviennent, et le lendemain qu'on puisse sortir un dossier aussi colossal comme ça. Je pense que ça mérite même que le chef de l'État s'y prononce pour dire non, je suis contre ces sanctions-là. Il faut aller au-delà. Bien sûr, on va me dire, c'est Kadé a dit ça, que c'est le droit, mais à des moments donnés, il faut revoir aussi, parce que les chefs de l'État, il faut revoir un peu le droit. Et à des moments donnés, le droit est injuste à des moments donnés. Oui, c'est ça, il a dit tout à l'heure là. Les gens ont pris des champagnes, on les a enfermés pour 5 ans, et concours frauduleux avec brouillon en main, et on dit un an quand même. Bon,
c'est le pouvoir, c'est Pour vous, la c'est gestion vraiment du pays. insignifiant. Et nous allons les suivre. On va voir là où on Oui, va. ici ils à vont nous conduire. Kakochoni, c'est vraiment insignifiant. C'est insignifiant. Alors, Abdelkader Non, je Chirou, tiens à dire aux amis téléspectateurs que nous sommes à la veille d'une nouvelle année et il faut leur formuler les vœux les meilleurs, les vœux de santé, de prospérité, que l'année à venir soit meilleure que celle que nous sommes en train de terminer et que l'année prochaine aussi ne nous réserve pas des surprises, parce que personne n'aurait cru à quelques jours de 2020 que 2020, qui était une année qui était prévue être 20 sur 20, serait une année où quand même tout le monde avait peur et avait comme pour boussole morale sa survie, comment survivre, parce que on ne se saluait pratiquement plus, on ne pouvait plus même aller voir quelqu'un, on a rompu avec certaines commodités. Dans un carrefour. Voilà, on a peur qu'il ait contaminé. Et je vais demander aussi à nos acteurs politiques, puisque nous abordons un tournant assez névralgique de la vie politique béninoise, je demanderai aux acteurs politiques de tous bords, en particulièrement au chef de l'État Patrice Talon et à l'ancien président Thomas Bouniaï, que dans toute initiative politique, qu'ils pensent à la paix et la cohésion nationale. Je crois que s'ils ont cela à la tête, ce serait véritablement une très bonne chose, et que la présidentielle 2021 se déroule avec la bonne ambiance, et que ceux qui ont pensé qu'ils ne feront pas de candidature divergence puissent être surpris. Et voilà qui est bien dit, la fin de l'hebdo des éditorialistes, c'est donc maintenant. Mesdames et messieurs, c'était donc le dernier numéro de cette année 2020. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous allez suivre le bulletin de l'information à 13h30 bien sûr. Et juste après le bulletin, toute l'équipe de Dimanche c'est politique se regroupe pour le débrief.